Voilà, je reprends mon exemple 3. Euh, donc on a pris l'exemple 2, on a rajouté un intégrateur ici. Donc on va se servir de ce qu'on a fait tout à l'heure et vous allez voir que très vite les calculs peuvent être hyper lourds. Donc on utilise des abréviations, des techniques un peu pour abréger les notations. Donc la méthode est toujours pareille, on regarde le premier modèle, on prend x2 comme une nouvelle entrée du premier modèle. Donc ça marche ici de nouveau parce que x2 apparaît linéairement sur cette première ligne. Et pareil ici, le x3 apparaît ici, il n'y a pas de u ici, enfin vous allez voir le cas général euh, qui marche bien, sans les détails, juste les modèles qui marchent bien à la fin de cet exemple. Donc x2 c'est une nouvelle entrée, donc je cherche une fonction fit0 de x1, donc je la connais, je l'ai déjà calculée, moins x1 carré, moins x1, j'ai déjà une fonction de Laplace qui marche bien, donc tout est bon. Après je backstep, je pose z2 égale x2 moins phi de x1, donc j'ai un nouveau système. Et donc là, c'était notre U de tout à l'heure, donc c'est notre X3 maintenant, qui est une nouvelle entrée. Et sur ce nouvel modèle, donc la nouvelle entrée, ben, on la connaît déjà. On cherche une fonction de x1, x2, mais c'est celle de tout à l'heure. Donc c'est moins x1, moins c'était z2 tout à l'heure, donc z2, maintenant je le réexprime en fonction de x1, x2, moins 1 plus 2x1, moins x1 cube, plus x1 carré, plus x2. Donc tout ça, je l'avais déjà calculé auparavant. Et la fonction du Lyapunov, pareil, je la connais, c'était 1 demi de x1 carré plus 1 demi de z2 carré, donc z2 je le remplace. Vous voyez qu'on arrive, vous avez peut-être été frustré juste à présent de voir toujours des fonctions de Lyapunov qui avaient l'air d'être des trucs faciles. Vous voyez que là, quand on fait des cascades, finalement les fonctions deviennent complexes, on ne s'en rend pas compte, mais elles finissent par devenir complexes. Donc quand on écrit en fonction de z2, ça va, mais quand on écrit en fonction de x1, c'est déjà une fonction plus difficile à deviner. Et sans oublier qu'on connaît la dérivée de ce v2, voilà, sur ce sous-modèle-là, on connaît la dérivée, ça donne cette expression-là. On s'en servira tout à l'heure. Donc il nous reste une dernière étape, parce qu'il faut garantir que x3 tend vers phi1 de x1, x2. Donc on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un backstepping, on pose un z3 égale x3 moins phi1 de x1, x2, et on a le modèle défini comme ça. Donc x.1 ne change pas, x.2, le x3 est modifié, et puis le z.3 maintenant, le calcul, et ça nous donne une expression de ce type-là. Alors vous voyez, j'ai pas tout écrit là, parce que évidemment, si je dérive phi1 par rapport au temps, là, ça va être une expression très complexe. Donc c'est là où déjà il y a des petites subtilités, c'est que j'ai noté donc la dérivée ici, je l'ai notée de manière mathématique. J'ai dit la dérivée de ça par rapport au temps, c'est dρ phi 1 sur dρ x1 fois x.1 plus dρ phi 1 sur dρ x2 fois x.2. Donc j'ai dρ phi 1 sur dρ x1 fois x.1, donc j'ai mon x.1 ici, et dρ phi 1 sur d rang x2 fois x.2. x.2 c'est ici. Donc j'ai oublié le 1 ici sur les équations. Ici pareil, le 1 ici, phi 1, phi 1, phi 1. Je crois que j'ai oublié le 1 partout après. Donc comment on trouve le bon U? On voit bien qu'on va probablement éliminer ces termes-là, mais toujours il faut se méfier de ne pas oublier le truc. Donc on prend V3 cette fois, on prend la fonction de Lyapunov précédente, plus Z3 carré sur 2. Elle est bien définie positive parce que celle-là était OK, donc elle s'annule qu'en 0, etc. On a bien rajouté un terme qui dépend que de Z3, donc c'est bon. Donc je dérive maintenant cette fonction, et c'est pareil, cette fonction pour la dériver, je ne vais pas tout écrire parce que ça va être monstrueusement difficile. Donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec phi1, c'est que V2, il dépend de x1, x2, donc je fais la dérivée de V2 par rapport à x1 fois x.1, et la dérivée de V2 par rapport à x2 fois x.2, plus z3, z.3, et donc z.3, je le remplace là-dedans. Et là, donc, je vous ai montré les termes, parce qu'on retrouve notre dérive de v.2, on retrouve ça. Donc, comment on le retrouve? C'est tout ce qui est en x1, x2, mais sans le z3, quoi. Donc, tous ces termes-là, où il n'y a pas z3, ça va me donner justement ma dérivée v.2 de x1, x2. Et donc il y a un terme en plus, c'est le z3 dρ v2 sur dρ x2, que je factorise ici, que je retrouve ici.
plus U, machin, machin, machin. Et donc en posant U égale moins ce terme-là, moins Z3 pour avoir un moins Z3 au carré, et plus ces deux termes-là, on élimine tout. Avec la commande backstepping, c'est vraiment une commande scandaleuse. On vire tout, grosso modo. Et donc on tombe sur cette partie-là qui est une partie qui est bonne. Tout ça c'est défini, c'est bien défini négatif, plus celle-là aussi, qui nous garantit que V point est bien défini négatif. Donc on a globalement la stabilité asymptotique. Et donc voilà, ça x1, x2, z3 tend vers 0, z3 tend vers phi, phi1 de x1, x2, donc par cascade, petit à petit, comme toutes les fonctions phi sont continues, elles valent 0 en 0, toutes les variables vont converger vers 0, et on a globalité parce que toutes les fonctions de Lyapunov, elles ont une limite qui tend vers l'infini quand x1, x2 et z3 tendent vers l'infini. Donc, on peut généraliser au modèle de la forme, des modèles de ce type-là. Donc, vous avez une première fonction ici où vous avez une entrée linéaire, entre guillemets, donc c'est la deuxième variable apparaît de manière linéaire. Et puis là, sur cette ligne-là aussi, sur cette deuxième variable, donc c'est des vecteurs, hein, attention, je dis c'est des variables, c'est des vecteurs. Ce vecteur-là, pareil, le U apparaît de manière linéaire. Donc pour ce genre de modèle-là, on peut faire ce qu'on a fait ici et généraliser ces procédures.